8000 soldats ont rangé leurs fusils pour saisir des charrues, un basculement si brutal qu'il ressemble à une mutinerie ouverte contre la vieille grammaire militaire classique. Si une armée entière se met à cultiver la terre, qu'est-ce que cela change vraiment pour la survie quotidienne du Burkina Faso et pourquoi le pari d'Ibrahim Traoré inquiète autant de capitales étrangères? Car derrière ces sillons tracés à la hâte, c'est une nouvelle ligne de défense nationale qui surgit en silence, loin des champs de bataille habituels. Ce récit promet de dévoiler comment une décision administrative apparemment improbable, transformer des unités armées en unités agricoles, peut modifier l'équilibre d'un pays soumis aux sécheresses, aux sanctions et aux tensions sécuritaires. Le bénéfice central pour le spectateur est clair. Comprendre en 10-12 mots comment la nourriture devient un outil de souveraineté nationale. À travers les données, les témoignages de terrain et la progression mesurable de l'opération récolte, on verra comment une stratégie jugée populiste par certains analystes s'est convertie semaine après semaine en une architecture de résilience capable de remodeler la relation entre État, armée et citoyens. Un micro-hook apparaît alors. Si un changement de doctrine agricole peut stabiliser des régions entières, que se passerait-il si ce modèle franchissait les frontières du Burkina Faso? Car ce qui semblait d'abord une improvisation est devenu le cœur d'un débat continental, où chaque décision agricole équivaut désormais à un choix de défense. Et dans cette dynamique, les chiffres parlent autant que les actes. En moins de 3 semaines, plus de 15 000 hectares avaient déjà été défrichés, un rythme que même les observateurs sceptiques n'avaient sans pas anticipé. Cette accélération précoce a révélé que l'opération récolte n'était pas un geste symbolique, mais une mécanique logistique entièrement repensée autour d'un objectif unique: réduire la dépendance alimentaire du Burkina Faso en un temps limité. À l'origine, peu de ministres eux-mêmes saisissaient l'ampleur du décret signé par Ibrahim Traoré. L'ordre de réaffecter 8000 soldats, issus d'un pays déjà fragilisé par la sécheresse et l'insécurité, avait paru à certains un pari désespéré. Pourtant, dès les premiers jours, les convois militaires transportaient non pas des armes, mais des systèmes d'irrigation, des pompes solaires et des sacs de semences annonçant un changement doctrinal. La sécurité nationale passerait désormais par la stabilité agricole. Les unités du génie utilisaient des drones de reconnaissance pour cartographier les zones cultivables, tandis que les commandants, autrefois spécialisés dans la gestion de l'artillerie, coordonnaient la distribution des intrants. Le pays ne vivait plus une opération militaire classique, mais l'intégration d'une méthode militaire dans le cycle de production agricole. Ce glissement remettait en question les notions anciennes de défense, remplaçant les frontières par les récoltes et les lignes de tir par les couloirs d'irrigation. Sur le terrain, la société civile observait cette transition avec un mélange d'incrédulité et d'espoir. Dans plusieurs districts, des coopératives mixtes se formaient, soldats le jour, agriculteurs la nuit, tous engagés dans une chaîne de travail continue qui réinventait le rapport entre l'État et les villages. Les banques locales ouvraient déjà des obligations de récolte et les premières images satellites confirmaient l'expansion rapide des zones cultivées. Ce voici un point important qui apparaît naturellement dans le récit dévoile ainsi la clé du modèle burkinabé: la discipline militaire appliquée à la production, créant un système où chaque hectare sécurisé équivaut à un jour d'indépendance supplémentaire. Et c'est là que surgit la question suspendue depuis l'ouverture du récit. Si une telle dynamique peut émerger en quelques semaines, que deviendra-t-elle lorsqu'elle atteindra son plein régime? Le premier visage de cette transformation apparaît à Koudigou, là où un sergent nommé Moussa Zerbo, autrefois affecté aux patrouilles antiterroristes,
dirige désormais une coopérative agricole de 40 membres. Son unité se lève à l'aube pour labourer, irriguer et surveiller les champs, puis envoie chaque soir un rapport détaillé au centre de commandement régional. Cette routine importée du front crée un cycle de travail d'une régularité presque militaire, mais appliquée cette fois à la production alimentaire. Un second cas, observé dans la province voisine de Ouigouya, montre un effet similaire. D'anciens points de contrôle routier ont été convertis en stations logistiques agricoles. Les soldats gèrent les semences comme ils géraient autrefois les munitions, vérifiant stock, humidité et niveau d'irrigation avec la même précision que celle utilisée pour sécuriser un corridor. Les villageois, d'abord hésitants, ont fini par rejoindre ces coopératives protégées, attirés par la promesse d'un partage de récoltes accessible et d'un marché local stabilisé. L'impact précoce est clair. Les tensions dans les zones rurales ont diminué, non pas grâce à une présence armée renforcée, mais à cause d'une présence armée réorientée. Les convois alimentaires remplaçant les convois d'aide étrangère ont eu un effet psychologique puissant. Le pays voyait surgir l'idée qu'il pouvait nourrir ses provinces par son propre effort coordonné. Ainsi, dans ses premiers mois, deux personnages guides, le soldat devenu agriculteur et la communauté autrefois dépendante devenue coproductrice, montrent qu'une doctrine militaire peut transformer la cohésion locale autant que la production elle-même. Et la question devient désormais plus directe. Si ce modèle tient, jusqu'où peut-il s'étendre? L'opération récolte s'active dans un silence tendu. Le décret signé par Ibrahim Traoré devient l'étincelle. 8 000 soldats réaffectés, 50 coopératives créées, plus de 100 000 hectares balisés. À l'aube, les moteurs résonnent dans les campagnes, non pas ceux des blindés, mais ceux des tracteurs escortés par les unités logistiques. Cette entrée en scène agit comme un choc visuel. Les villageois voient les patrouilles se transformer en équipes de culture. Les pistes poussiéreuses deviennent des couloirs d'irrigation. Les premières lignes du déclencheur sont posées. Le quiche Ouatt prend de l'ampleur lorsque les convois militaires transportent des tuyaux d'irrigation au lieu de munitions. L'armée déplace son infrastructure comme un seul bloc, réassignant ses entrepôts, ses véhicules et ses opérateurs aux services agricoles. Les drones utilisés hier pour surveiller les frontières cartographient désormais les nappes phréatiques. Chaque geste semble défier les attentes. Les analystes occidentaux prédisent l'abandon rapide des champs. Pourtant, sur le terrain, c'est l'inverse. Discipline, cadence, coordination. L'opération récolte gagne du rythme. Puis arrive le chaos trao. Les résultats s'accumulent. En 3 semaines, 15 000 hectares sont défrichés. En 2 mois, les convois alimentaires remplacent les convois d'aide étrangère. En 3 mois, les images satellites révèlent des rubans verts traversant les zones sèches du nord. La production céréalière nationale grimpe de 23%, une hausse que même les programmes internationaux n'avaient pas obtenue en plusieurs années. Les prix du riz importé se stabilisent pour la première fois en 3 ans. Les banques ouvrent des obligations de récolte. Les coopératives rurales doublent leurs effectifs. Les soldats adoptent un nouveau vocabulaire. Protéger la semence, sécuriser la récolte, maintenir la pression sur l'humidité. Le pays découvre une forme de mobilisation totale. La réaction internationale nourrit l'intensité du moment. Certains appellent cela populisme agraire, d'autres une militarisation de l'agriculture. Mais au Sahel, la perception est différente. Une déclaration d'indépendance économique. Les voisins observent, le Mali envoie des délégations. Le Niger demande des formations. Le Tchad étudie la création d'unités hybrides. La doctrine burkinabé circule plus vite que prévu. Le symbole dépasse le territoire. Puis vient le Duchamp. Les coopératives civilo-militaires réorganisent les villages. Les marchés locaux reviennent à la stabilité.
Les postes de contrôles abandonnés deviennent des stations d'irrigation. Les taux de banditisme diminuent dans les zones où les soldats vivent parmi les habitants. Le débat politique change de nature. On ne parle plus d'aides extérieures, mais de quotas d'irrigation et de brevets de semences. Le Parlement vote des zones d'agrosécurité co-gérées. Les opposants critiquent, mais les récoltes parlent plus fort. La diaspora finance des pompes solaires. Des slogans circulent. Ils envoient l'aide, nous envoyons la récolte. Le pays entre dans une nouvelle temporalité. Les saisons ne dépendent plus uniquement de la pluie, mais de la coordination. Les opérations militaires ne se mesurent plus en bataillons, mais en hectares. Les soldats gardent désormais le grain avec la même intensité qu'ils gardaient les frontières. Et la question qui plane encore, héritée de l'élan impulsé par Ibrahim Traoré, continue de s'imposer. Qu'arrive-t-il lorsqu'une armée décide que la nourriture est sa première ligne de défense? La transition est lisible dans les chiffres. Une hausse de 23% de la production céréalière nationale marque le premier delta mesurable de l'opération récolte. Ce pourcentage n'est pas un simple indicateur technique. Il montre comment la discipline militaire, appliquée sans rupture au cycle agricole, a permis d'accélérer le rendement au-delà des projections habituelles, une preuve que la coordination centralisée a évité les pertes entre stockage, irrigation et distribution. Un second chiffre, plus discret mais tout aussi révélateur, concerne la redirection de 8% du carburant militaire vers les machines agricoles. Cette réallocation indique une bascule stratégique. L'énergie auparavant consacrée à la mobilité tactique sert désormais la mobilité agricole, ce qui montre comment la logistique militaire peut renforcer la chaîne de production plutôt que la charge budgétaire. Enfin, la stabilisation des prix du riz importé, visible pour la première fois en 3 ans, constitue un troisième point d'inflexion. Ce repère économique prouve que l'augmentation locale de l'offre alimentaire a absorbé une partie des pressions inflationnistes, réduisant ainsi la vulnérabilité des ménages face aux marchés extérieurs, un phénomène rarement observé dans un contexte de crise simultanée. Ces trois données ne sont pas isolées. Elles forment une ligne explicative qui relie cause, cadence et conséquence. La cause, la réorientation ordonnée par Ibrahim Traoré, qui engage l'armée dans un rôle productif plutôt que défensif. La cadence, une structuration quasi militaire des chantiers agricoles où chaque hectare suit une méthode d'exécution stricte. La conséquence, un amortissement progressif de la dépendance extérieure, lisible dans la stabilisation des prix et la montée du rendement. Mais au-delà des chiffres, l'essentiel réside dans la structure qu'ils dévoilent. Le Burkina Faso ne gagne pas seulement en production, il gagne en marge de manœuvre. Un État capable de produire davantage peut négocier ses importations, ses aides et ses alliances avec moins de pressions externes. C'est ce que les think tanks appellent désormais la résilience par la production, un modèle opposé à la logique d'approvisionnement par rassistance. Les effets sont également visibles dans les comportements institutionnels. Les banques locales, constatant la hausse de rendement, ont ouvert des obligations de récolte, ce qui crée un pont financier entre l'investissement privé et la logistique publique. Les coopératives civiles ont vu leur participation augmenter, stimulée par la perspective d'un partage de production plutôt que de simples subventions. Les unités militaires ont amélioré les relevés des sols, utilisant drones et capteurs d'humidité pour limiter les pertes, une méthode impossible à obtenir dans des cycles agricoles traditionnels. Ainsi, la métrique n'est pas seulement une preuve, c'est une architecture. Elle montre comment une armée transformée peut créer un marché plus stable, une production plus prévisible, une dépendance extérieure plus faible. Et dans cette logique basée sur la donnée, une question ouvre le prochain segment.
Si les chiffres démontrent la solidité du modèle, comment répondre aux critiques qui voient dans cette transition un risque de dérive autoritaire ou d'inefficacité à long terme? Le premier argument des critiques repose sur une inquiétude institutionnelle. Militariser la production agricole risquerait, selon eux, de fragiliser le secteur privé, d'étouffer l'innovation locale et de transformer l'armée en acteur économique dominant. Il rappelle que plusieurs pays ayant tenté des modèles similaires se sont retrouvés prisonniers d'un appareil d'État trop lourd, incapable de se réformer ou d'attirer l'investissement extérieur. Dans cette perspective, l'opération récolte ne serait pas une politique de développement, mais une centralisation dangereuse qui pourrait miner la liberté économique. Le second argument, plus géopolitique, affirme que le modèle burkinabé pourrait masquer une dérive de contrôle. Des observateurs occidentaux ont décrit le programme comme un éconationalisme armé, estimant que l'intégration des soldats dans le cycle agricole pourrait créer une dépendance trop forte à l'autorité centrale. Selon eux, si le pays devait faire face à une sécheresse imprévue ou à un choc externe, tout le système, organisé autour d'une seule colonne vertébrale militaire, risquerait de s'effondrer simultanément. Les voix les plus sceptiques vont jusqu'à évoquer la possibilité d'un glissement vers un socialisme militaire, dénoncé dans certains débats parlementaires. Pourtant, les données et les faits du terrain nuancent fortement ces deux positions. D'abord, rien n'indique un effondrement du secteur privé. Au contraire, les banques ont ouvert des obligations de récolte et les fabricants locaux ont relancé la production de pompes, tuyaux et silos. La réaction du marché intérieur montre une intégration plutôt qu'un écrasement. Ensuite, l'argument du risque systémique néglige un point essentiel. Les coopératives ne sont pas entièrement militarisées. Ce sont des structures mixtes où les civils participent, apprennent, puis prennent progressivement en charge des segments entiers de production. Enfin, la stabilisation du prix du riz, la baisse du banditisme et la réduction de la dépendance aux importations indiquent que le système n'est pas rigide mais adaptatif. Le modèle burkinabé fonctionne parce qu'il n'a pas cherché à remplacer la société civile, mais à la renforcer par une discipline transférée. Ainsi, si les critiques lèvent des questions légitimes, les faits observés jusqu'ici montrent un cadre plus complexe. Non pas un militarisme déguisé, mais une tentative de bâtir un filet de sécurité agricole dans un contexte où aucune autre structure n'avait tenu. À ce stade de l'opération récolte, un détail passé inaperçu devient soudain central. La fusion complète entre la logistique militaire et la planification agricole. Là où l'on croyait voir une simple réaffectation temporaire, un modèle structurel apparaît. Les mêmes chaînes d'approvisionnement qui déplaçaient l'artillerie déplacent désormais les engrais, les drones, les pompes et les semences. Cette translation silencieuse change la nature de l'État burkinabé et confirme l'intuition initiale d'Ibrahim Traoré: la sécurité commence par la stabilité alimentaire. Un autre élément modifie l'équation: l'effet psychologique. Les villages, autrefois habitués à attendre les convois d'aide, voient désormais arriver des convois de grains produits localement. Les images satellites diffusées par les médias nationaux montrent des ceintures vertes là où régnaient des plaines sèches. Ce contraste accroît la confiance publique et reconfigure la relation entre citoyens et institutions. Le Voici un point important qui apparaît naturellement dans le récit réside là. L'expérience n'est plus un test. Elle devient un modèle que d'autres États commencent à étudier, un modèle dont les résultats dépassent déjà les prédictions initiales. La question suspendue est désormais plus lourde. Si ce système continue à s'étendre, jusqu'où peut-il redessiner la carte politique du Sahel?
Pour l'État burkinabé, les conséquences apparaissent d'abord dans la gouvernance quotidienne. Les ministères autrefois dépendants de l'aide extérieure disposent désormais d'une marge de manœuvre nouvelle grâce aux réserves internes constituées. Les dépôts de céréales, autrefois presque vides, se remplissent suffisamment pour stabiliser plusieurs provinces sans appui international immédiat. Cette autonomie renforce la capacité décisionnelle du gouvernement et valide l'intuition défendue dès le début par Ibrahim Traoré: une nation qui produit peut négocier sans se soumettre. Les services de sécurité constatent également un recul du banditisme dans les zones où les unités civilo-militaires sont implantées, non pas par une pression armée accrue, mais par l'effet stabilisateur de l'activité productive. Les territoires autrefois conflictogènes gagnent en prévisibilité. Selon les rapports économiques locaux, l'industrie burkinabé connaît une réorganisation progressive. Les fabricants de pompes, de tuyaux et de systèmes solaires enregistrent une hausse de commandes sans précédent, stimulée par l'opération récolte. Cette demande crée une chaîne d'approvisionnement interne qui remplace doucement les importations coûteuses. Les banques, observant le rendement croissant, élargissent leurs obligations de récolte et proposent des microcrédits agricoles adaptés aux coopératives. Ce n'est donc pas une éviction du secteur privé, comme certains l'ont affirmé, mais une hybridation. L'État fixe la direction, le marché s'adapte et trouve ses niches. Les impacts sociaux sont encore plus visibles. Dans de nombreux villages, le retour massif de familles ayant émigré témoigne d'un changement de perception. Les terres ne sont plus considérées comme abandonnées, mais comme un investissement collectif. Les cantines scolaires approvisionnées par les récoltes locales offrent une stabilité nouvelle aux enfants, et les coopératives deviennent des lieux de formation où les civils acquièrent des compétences en gestion de l'eau, en suivi des sols et en planification. Les femmes, particulièrement actives dans les coopératives, gagnent une place stratégique dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. La participation accrue renforce le tissu social, crée des routines communes et réduit les tensions entre communautés rurales et institutions. Dans le Sahel, l'effet domino commence déjà. Le Mali envoie des délégations pour étudier le modèle. Le Niger sollicite des formations logistiques. Le Tchad analyse la possibilité d'intégrer des unités agricoles dans ses propres forces. Cette diffusion montre que la doctrine burkinabé dépasse la simple politique nationale. Elle devient un cadre régional, un outil de souveraineté partagée. Les puissances extérieures réagissent différemment. L'Union européenne demande transparence et garantie de marché. Le FMI suspend une subvention structurelle. Pourtant, ces mesures semblent renforcer la détermination interne. Le discours autour de l'autonomie alimentaire gagne en intensité et les médias africains décrivent de plus en plus cette transition comme un tournant stratégique initié par Ibrahim Traoré, capable de remodeler les rapports de force en Afrique de l'Ouest. Ainsi, les conséquences s'étendent de la cellule familiale au paysage géopolitique. Le Burkina Faso, en choisissant la production comme ligne de défense, déplace le centre de gravité du pouvoir. Moins d'importation, moins de vulnérabilité, plus de souveraineté. Et un nouveau précédent pour le Sahel. Dans les 6 à 12 prochains mois, l'opération récolte poursuit une trajectoire stable. Les rendements continuent d'augmenter de manière modérée, soutenus par les coopératives civilo-militaires qui maîtrisent désormais les outils d'irrigation et les cycles de semences. Les marchés locaux maintiennent leurs prix dans une fourchette contrôlée, ce qui apaise les tensions dans plusieurs provinces. L'État consolide les zones d'agrosécurité et améliore la coordination entre le ministère de l'Agriculture et celui de la Défense. Ce scénario repose sur une continuité institutionnelle. Pas de choc majeur, pas de saison anormalement sèche,
mais une stabilité opératoire qui permet au système de se structurer lentement. Dans cette version, le réseau de coopératives se professionnalise plus vite que prévu. Les formations techniques, les capteurs d'humidité et les analyses satellitaires deviennent la norme. Les banques, encouragées par la fiabilité croissante des récoltes, élargissent les lignes de crédit. Les pays du Sahel accélèrent leur intérêt pour le modèle burkinabé, ouvrant des accords bilatéraux pour mutualiser les stocks alimentaires et partager les technologies d'irrigation. Les investissements régionaux créent un cercle vertueux. Plus de surfaces cultivées, moins d'importations, davantage de stabilité économique. Ce scénario suppose toutefois une coordination politique fluide et l'absence de choc extérieur majeur. Ce scénario repose sur deux leviers de fragilisation. Le premier est climatique. Une sécheresse précoce frapperait les provinces du Nord, réduisant l'efficacité de l'irrigation et générant des pertes rapides. Le second est géoéconomique. Si les marchés internationaux réduisent le crédit ou appliquent des tarifs pénalisants, la pression logistique s'intensifie, mettant à l'épreuve la capacité des coopératives à soutenir la production sans stock stratégique suffisant. Dans un tel cas, l'armée pourrait être contrainte de basculer à nouveau vers des missions de sécurité prioritaires, créant une tension directe entre défense et récolte. Ce scénario n'est pas une certitude, mais un rappel des vulnérabilités structurelles du pays. Pour le spectateur, les conséquences de l'opération récolte ne sont pas seulement politiques ou économiques. Elles touchent trois zones très concrètes de compréhension et d'expérience. Pour ce public, l'histoire du Burkina Faso démontre qu'un État peut redéfinir sa souveraineté sans recourir à des réformes interminables. La capacité d'une nation à produire son propre grain devient un indicateur tangible de stabilité. Voir une armée se transformer en force agricole soulève alors une question essentielle. Que vaut la puissance politique sans contrôle de la production alimentaire? Les entrepreneurs, investisseurs et travailleurs du secteur agricole trouvent dans cette transition un exemple rare d'intégration logistique. Le fait que des coopératives locales puissent fonctionner avec les standards de discipline militaire montre qu'une économie peut se réorganiser même dans un contexte de faibles ressources. Pour eux, cette expérience suggère un principe. La productivité n'a pas toujours besoin d'outils avancés, mais d'un système cohérent. Pour ces personnes, le message est plus intime. L'idée qu'un village puisse redevenir productif grâce à la coordination et à la participation collective ouvre un espace de reconnaissance et d'espoir. Les familles revenues vers les terres abandonnées voient dans les nouvelles coopératives un modèle de dignité retrouvée. Pour comprendre comment l'opération récolte pourrait se consolider dans les prochains mois, il faut observer non seulement ce qui a été accompli, mais ce qui doit encore être structuré. Le modèle burkinabé, soutenu dès le départ par Ibrahim Traoré, repose sur une logique simple. Transformer une initiative spectaculaire en système durable. Cette durabilité exige un plan en plusieurs étapes, chacune définie par un acteur, une action, un horizon temporel et un indicateur de succès. Qui? Ministère de l'Agriculture plus unité de génie militaire. Faire quoi? Standardiser les relevés d'humidité, les cartographies, les flux de semences. Quand? 3 mois. Mesure? Une base de données unique opérationnelle et accessible aux coopératives. Qui? Coopérative civilo-militaire. Faire quoi? Installer pompes solaires, réhabiliter canaux, créer réserve locale. Quand? 3-6 mois. Mesure? Réduction mesurable des pertes liées à la sécheresse sur 2 cycles. Qui? Formateurs nationaux, ingénieurs, agronomes. Faire quoi? Formeur les civils en gestion hydrique, stockage, rotation des cultures. Quand? 6-12 mois. Mesure? Coops capables de fonctionner sans supervision militaire quotidienne.
Qui? Parlement plus exécutif. Faire quoi? Étendre les zones d'agrosécurité, réguler l'accès aux semences et fixer un protocole de réponse aux sécheresses. Quand? 12 mois et plus. Mesures, dépendance extérieure réduite et réserve stratégique stable. Qui? Société civile, plus institutions locales. Faire quoi? Assurer un contrôle partagé des terres et des ressources. Quand? Continu, mesure, maintien d'un équilibre entre discipline et autonomie communautaire. Ces étapes montrent comment un modèle né d'une urgence peut devenir une structure capable de résister aux chocs extérieurs tout en préservant la participation locale. Lorsque le soleil se lève de nouveau sur Koudigou, les silhouettes près de la coopérative rappellent la première image qui avait marqué le début de cette transformation. Des soldats et des villageois, côte à côte, tenant des outils simples comme s'ils tenaient une nouvelle forme de destin. Le sergent Moussa Zerbo, que l'on avait vu dans les premières semaines guider 40 membres à travers les sillons encore hésitants, observe aujourd'hui des rangées ordonnées de cultures qui témoignent du chemin parcouru. Cette scène, un champ à l'aube, des mains calleuses, une discipline partagée, devient le symbole du projet initié par Ibrahim Traoré, non pas comme un slogan, mais comme une démonstration de ce que peut créer une société lorsqu'elle n'attend plus l'aide venue d'ailleurs pour avancer. C'est là que l'émotion prend forme, dans le bruit discret de l'irrigation, dans le geste répété de semer, dans la fierté silencieuse des familles revenues sur des terres autrefois abandonnées. Et la phrase «la faim n'est plus l'ennemi» résonne comme un fil conducteur. Elle condense l'effort, la fatigue et l'élan d'un pays décidé à redéfinir sa propre force. L'histoire de l'opération récolte dépasse désormais le cadre d'un pays. Elle devient un miroir tendu à toutes les sociétés qui cherchent à se libérer de leur dépendance invisible. Le Burkina Faso montre que la souveraineté n'est pas seulement une idée politique, mais une pratique quotidienne, façonnée par des milliers de gestes simples qui finissent par transformer une nation entière. Si cette expérience vous interpelle, si elle soulève des questions sur votre propre rapport à l'autonomie, au travail ou à la manière dont les communautés se reconstruisent, alors cet espace est aussi le vôtre. Ici, chaque réflexion partagée enrichit la compréhension collective. Chaque question ouverte alimente le débat et chaque perspective contribue à éclairer les chemins possibles d'un futur plus résilient.